Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvézier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com, humanlx.com, à la rubrique podcast. Notre objectif, c'est vraiment d'aider les talents à réaliser leurs projets sur la durée, donc de trouver les moyens de les accompagner et d'associer les clients à cette démarche, parce qu'on va essayer aussi de réenchanter la relation entre les entreprises et les talents pour la centrer sur le projet des personnes et sur la réalisation de ces projets. Dans cet épisode, vous allez entendre Agathe Martineau et Cyril Faure, les cofondateurs d'Ernest. Ernest, c'est une jeune agence de développement des talents. Elle est née de la conviction partagée d'un professionnel expérimenté du recrutement, Cyril, et d'une jeune femme pleine d'énergie au début de carrière très prometteur, Agathe. Cette conviction, c'est qu'il est temps de réconcilier le projet individuel des jeunes professionnels et les besoins des entreprises en termes de recrutement. Agathe et Cyril décrivent en duo le modèle tripartite innovant qu'ils ont conçu pour leur permettre de servir à la fois les intérêts de leurs clients, les entreprises, et de leur communauté de talents. Il est beaucoup question d'associations improbables dans cet épisode. La leur, dans laquelle ils prennent un plaisir contagieux, mais aussi la réconciliation du temps court des entreprises et du temps long des talents, ou la prise en considération des projets des individus dans le traitement des enjeux des organisations. Leur démarche consiste entre autres à permettre à leur communauté de talents de mettre à jour ces compétences qu'on apprend sans le savoir, comme les appelle Agathe. Parmi ces compétences subtiles, on évoque dans cet épisode la transparence, la sincérité, la spontanéité, la remise en question et le fait de se faire confiance. Bienvenue chez Ernest et bonne écoute. Agathe et Cyril, bonjour. 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 Vous êtes les cofondateurs d'Ernest 2. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est Ernest ? Qui est Ernest ? C'est une belle question. Je crois que c'est la première fois qu'on me la pose. Ernest, c'est un peu la personnification de nos talents qu'on accompagne avec Ernest. Et pourquoi Ernest ? C'est le nid, le nest en anglais, qui est la communauté de talents qu'on a vocation à construire. Et puis on fait des ressources humaines. Donc on s'était dit qu'être chez Ernest, ce serait bien plus sympa que d'être chez Ernest Conseil ou Ernest Consulting. Donc ça a pris la forme humaine d'un joli prénom avec un E à la fin pour susciter l'interrogation et pour être une femme ou un homme indifféremment, que tout le monde s'y retrouve. Voilà, c'est Ernest donc. Tu parlais de communauté de talents. Qu'est-ce que vous faites en fait ? Alors concrètement, Ernest a vocation à approcher et rencontrer des jeunes professionnels entre 3 et 10 ans d'expérience environ, de détecter leur potentiel et ensuite de les accompagner dans la promotion de leurs ambitions et de leur carrière, et de les accompagner dans la durée en fait. Voilà. D'accord. Avec pour objectif de les rendre meilleurs, plus performants, plus... Alors, je pense que ça dépend des talents. Il y en a qui vont peut-être chercher à gagner un peu en confiance en eux sur quelles sont leurs compétences professionnelles, peut-être de recevoir des conseils neutres et extérieurs, des aides assez précises sur leur carrière, des questions qu'ils peuvent avoir très pragmatiques sur les règles du jeu de l'entreprise. Et surtout pour trouver des emplois, les jobs qu'ils cherchent, qui pourraient être leur job de rêve pour accomplir les projets qu'ils ont toujours eu pour eux. Donc c'est ça la vocation qu'on a avec Ernest. Notre objectif, c'est vraiment d'aider les talents à réaliser leurs projets sur la durée, donc de trouver les moyens de les accompagner et d'associer les clients à cette démarche, parce qu'on va essayer aussi de réenchanter la relation entre les entreprises et les talents pour la centrer sur le projet des personnes et sur la réalisation de ces projets. Donc c'est une histoire tripartite, c'est ça. Il y a vous, il y a les clients qui sont les entreprises et il y a les talents
qui sont les individus pour lesquels vous travaillez, c'est bien ça? C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Alors on est ici dans les magnifiques locaux de Jouve. Cyril, toi tu es un associé du cabinet Jouve. Exactement. Ernest est une émanation de ce cabinet-là, un spin-off comme on dit, je crois. Exactement. Donc en fait, donc Jouve et Associés, c'est un cabinet de chasse de tête de cadres dirigeants. Et on a beaucoup travaillé avec nos clients sur la question de leur attractivité. Et c'est comme ça qu'est un peu née la pré-idée qui a constitué Ernest, en disant il faudrait avoir une démarche spécifique pour les gens talentueux et prometteurs qui n'ont pas encore accédé à des postes de dirigeants. Et à partir de là, moi j'ai rencontré Agathe, qui elle avait une carrière de jeune personne talentueuse chez L'Oréal. On a échangé un peu sur cette idée et on a décidé de créer Ernest, qui est effectivement alors une émanation de Jouve, c'est un peu fort, Jouve nous a vraiment beaucoup soutenu, aidé, accompagné, et continue à nous accompagner dans cette démarche. Donc c'est vraiment notre partenaire privilégié, Ernest étant une entreprise indépendante du cabinet. Alors justement, tu parlais de votre passé. Agathe, tu étais chez L'Oréal avant, dans les ressources humaines ou pas du tout? Pas du tout. En fait, moi je suis ingénieure de formation. J'ai même un double cursus ingénieur et designer industriel. Et j'ai commencé à travailler chez L'Oréal à l'issue de mes études, d'abord en stage de fin d'études, puis j'étais embauchée une partie à l'innovation sur des produits de coiffage, donc les lacs de chez L'Oréal, et puis en développement produit, donc vraiment en support du marketing pour accompagner les lancements des nouvelles crèmes, des nouveaux parfums. Alors en l'occurrence, moi c'était les crèmes pour les hommes. Et j'ai fait ça à peu près pendant 1 an. Le questionnement est né, donc qui a fini par m'emmener vers Ernest. Le questionnement qui est né, c'était le suivant, c'était de me dire que j'aimais beaucoup le cadre de travail. J'avais une équipe, un environnement qui était idéaux, à vrai dire, mais j'avais besoin de trouver un sens différent. Je me disais que j'étais peut-être fait pour d'autres choses. Même si je m'épanouissais, les projets étaient intéressants, il y avait beaucoup d'activités. Et j'ai croisé la route de Cyril, que je connaissais par ailleurs par connaissance partagée, qui m'a parlé des problématiques qu'il vient d'évoquer dans son métier. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Ça résonnait en moi de ma situation personnelle et de la situation que j'avais pu constater chez des collègues ou même dans mon réseau personnel. Et j'ai sauté le pas, changement de vie. Les ressources humaines, c'était quelque chose qui m'intéressait. Déjà, j'avais une curiosité à ce sujet, et c'était plus le côté d'aider et d'essayer de débloquer les relations entre grandes entreprises et jeunes professionnels. Et toi, Cyril, ça fait quelques années que tu es chez Jouve, je crois? Alors oui, j'ai eu un parcours à peine plus long que celui d'Agathe. C'est ça, hein, c'est bien ce que je me disais. Voilà. Donc, non, mais si je dois expliquer un petit peu ce qui m'a amené chez Jouve et aux ressources humaines, parce que j'ai commencé plutôt en tant qu'opérationnel. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir une succession d'expériences où j'ai rencontré des gens formidables qui étaient très engagés, qui étaient passionnés par leur entreprise. Donc j'ai commencé chez Renault le début de ma carrière aux achats, et puis j'ai basculé dans les métiers de service, donc chez McKinsey, avant effectivement de rejoindre Jouve, où j'exerce le métier de chasseur avec beaucoup de bonheur. Et je pense que dans ces 3 entreprises, j'ai toujours trouvé des gens qui étaient vraiment passionnés et qui m'ont convaincu que c'était vraiment le facteur humain qui était décisif dans le succès ou dans l'échec d'ailleurs des entreprises. Et c'est comment de travailler avec Agathe? C'est super. Non, mais c'est super. On va demander à Agathe de sortir, c'est ça? Non, on peut pas demander. Agathe est formidable, elle est très engagée, très dynamique. Non, mais c'est super. Je pense que c'est, on a trouvé, au-delà de l'entente personnelle, une très bonne complémentarité générationnelle, même si je souffre beaucoup de dire ça. Et je pense qu'on arrive bien à organiser le dialogue et la compréhension entre les besoins d'une entreprise, la nécessité d'offrir des opportunités sur la durée, et puis vraiment la compréhension des besoins générationnels. Donc moi je suis très content de travailler avec Agathe. Je pense que c'est une bonne paire. Elle est peut-être pas d'accord, mais bon. Je vais lui poser la question. Agathe, c'est comment de travailler avec Cyril?
Moi, j'aime beaucoup travailler avec Cyril. J'avoue que c'est un des facteurs qui a fait que je me suis aussi lancée dans l'aventure. Parce que, comme on a compris, j'avais aucun background en ressources humaines au-delà du petit stage que j'avais dû faire chez Jouvet Associés 3-4 ans auparavant. Et c'était plus sa vision et son drive qui m'ont fait me dire en fait, c'est maintenant, je vais sauter le pas. Il a vraiment l'air de savoir où il veut aller. Il connaît les ficelles. Et moi, je vais y apporter mon côté innovant et mon énergie que j'avais besoin de revendre dans une cause qui me portait plus que celle que j'avais avant. Et ouais, je me suis dit, allez, on y va. Donc c'était plutôt le côté inspirant de Cyril. Et du coup, c'est ce que je retrouve au quotidien aussi. Parce que, il apporte tout l'input, j'ai envie de dire, hard des ressources humaines, sa connaissance du monde de l'entreprise beaucoup plus large que la mienne. Et j'arrive à compléter ça avec le côté générationnel, no offense. mais oui, garder de recentrer le débat sur les candidats, d'arriver à apporter aussi ce que je peux capter moi de mon réseau direct qui alimente notre travail. Et puis je pense qu'on se fait confiance aussi et on se donne confiance dans la façon dont on travaille ensemble, et c'est ça qui est extrêmement agréable parce que j'ai l'impression d'apporter tout autant à l'entreprise que lui, ce qui n'était pas forcément gagné sur le papier, étant donné que j'avais moins de compétences. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que il y a autant d'Agathe que de mon expérience chez Jouve et avant dans Ernest. Et donc je pense qu'entre l'intuition initiale et l'idée qu'on est en train de développer maintenant, vraiment, enfin, elle a eu tout son apport sur l'évolution de ce qu'est devenu Ernest. Le projet a démarré quand ? Alors moi, je suis arrivée fin novembre de l'année dernière, 2017. Et s'en est suivi, je pense, 5 ou 6 longs mois de brainstorming à essayer de mettre le doigt sur le concept qui pourrait à la fois être séduisant pour les candidats et séduisant pour les clients, qui est en fait un peu la schizophrénie d'Ernest, on y viendra peut-être. Et on est né officiellement auprès du registre commerce des sociétés de Paris au mois de janvier 2018. Et sinon, on est vraiment actif depuis cet été. Vous avez trouvé l'idée par vos brainstorms ou vous êtes inspiré d'idées qui existent aux États-Unis, je sais pas, en Asie, ailleurs ? Alors, par plein de choses. On s'est inspiré des constats que nous avions pu faire chez Jouve sur les différentes chasses qui touchaient des populations plus juniors. On s'est inspiré de ce qui existait aussi dans certaines startups parce qu'il y a un écosystème, je pense, très riche, très innovant des startups RH en France avec des excellents acteurs qui, dans les startups comme Ignition Programme, qui sur la partie développeurs, par exemple avec Talent.io. Donc il y a des choses qu'on a pris aussi un petit peu à droite et à gauche. Et puis on s'est beaucoup inspiré surtout des attentes des candidats en les interviewant directement et des attentes des clients sur aujourd'hui ce qui leur manquait pour traiter le recrutement, la rétention ou la satisfaction de ces populations. Vous disiez tout à l'heure que l'une des missions d'Ernest est de détecter des talents ou des futurs talents. Comment faites-vous ? En fait, je pense que en toute humilité et honnêteté, aujourd'hui, ça passe par beaucoup de cooptation et de réseaux. C'est-à-dire que on a lancé le projet en tendant la main sur les gens proches qu'on connaissait et qui avaient peut-être même déjà rencontré le cabinet Jouvet Associés qui faisait partie de leur candidat, disons, un peu junior. Et ça nous a permis de construire déjà un premier cercle qui était un peu nos early adopters qu'on a interviewés, qu'on a rencontrés, qui sont même pour certains d'entre eux venus brainstormer avec nous. Et on s'est fait un peu une idée déjà de ce qu'on allait retrouver et rechercher chez nos talents Ernest, typiquement. Je ne sais pas si tu veux ajouter... Oui, alors je dirais que ça c'était effectivement la phase initiale. Maintenant qu'on est rentré dans une phase qui est où on a commencé à développer l'offre client et où les clients participent à ça, ce qu'on fait, c'est qu'on organise aussi des veilles
où les clients nous donnent des fonctions sur lesquelles ils ont des déficits de talent ou des besoins réguliers. Et là, vraiment, on essaie d'aller chercher dans les entreprises qui sont connues sur ces sujets, des candidats qui sont intéressants. On joue beaucoup sur la cooptation, comme l'a souligné Agathe, sur le sourcing aussi des gens qu'on connaît à des niveaux plus seniors pour savoir s'ils ont détecté des pépites. Et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Et une fois qu'on a identifié des noms ou qui se sont manifestés, on essaie d'être très rigoureux dans la sélection, dans la discussion, pour s'assurer que les candidats collent à la fois aux attentes et aux valeurs d'Ernest avant, après, de les recevoir et de les onboarder dans la communauté. Peut-être qu'on reviendra sur ce point-là aussi. On a pris un parti pris qui est résolument celui d'essayer de sélectionner les candidats sur ces critères de proactivité, sur ces critères de valeur, pour après être à même d'offrir des services à forte valeur ajoutée à cette communauté, ce qu'on ne pourrait pas forcément faire sur une communauté à une très large échelle. Donc je comprends qu'il y a un entretien à un moment, je ne sais pas si c'est un entretien de sélection, mais en tout cas une rencontre qui a lieu. Comment faites-vous pour détecter ces valeurs ou que les valeurs du candidat soient en concordance avec les vôtres? Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que vous leur faites passer des tests? Donc il y a un premier entretien téléphonique, j'allais dire, qui a pour objet, là, si ce n'est de sélectionner, du moins de voir s'il y a un match entre eux et nous, et c'est dans les deux sens d'ailleurs, modestement. Il peut y avoir des candidats qui sont pas intéressés par l'approche. Et puis une fois que ce contact est établi et qu'on a décidé d'avancer, on leur fait passer un questionnaire de personnalité et vraiment on les reçoit un entretien, mais un entretien qui est très centré sur eux, qui est très centré sur leur personnalité, leur aspiration, ce qu'ils veulent faire, pour qu'on ait vraiment une bonne vue des candidats entre guillemets en tant que personne. Et justement pas en tant que candidat pour un job donné. Donc c'est ça, je pense, qui fait la particularité aujourd'hui de notre processus de sélection et d'approche. Et j'ajouterais juste, pour mettre un petit glaçage sur ce que tu viens de dire, Cyril, c'est qu'en fait, la démarche dans laquelle viennent les candidats, c'est-à-dire non motivés par une job description, ou même sans même le nom d'une entreprise pour laquelle ils viennent, ça donne une transparence assez agréable et assez fabuleuse dans les entretiens, parce qu'ils sont vraiment eux-mêmes et ils vont vraiment nous dire et répondre à nos questions le plus sincèrement possible, parce qu'ils n'essayent pas de se mettre dans une case ou dans un rôle qui peut être le cas souvent en entretien au sens strict du terme. Avec vos deux expériences différentes, j'imagine que les entretiens que vous leur faites passer ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous les faites passer ensemble, les entretiens, ou est-ce que vous confrontez vos deux visions suite aux entretiens ? On essaie plutôt de confronter nos deux visions, sachant qu'on ne fera pas forcément passer deux entretiens longs, mais en général, quand il y en a un qui a la personne d'abord au téléphone, par exemple sur un entretien téléphonique, c'est l'autre qui la reçoit. Donc on essaie toujours d'avoir un double regard sur les candidats, ce qui est aussi, je dirais, un gage de sûreté de lecture, parce que je pense qu'il faut être assez modeste et pas avoir la prétention qu'on connaît une personne en 1h30 de discussion. Donc c'est toujours riche de pouvoir échanger les points de vue. Je suis un talent, j'ai bien compris que j'étais trop âgée pour ça, mais imaginons. Je suis admis dans la communauté où je suis reconnue comme ayant les valeurs que vous valorisez justement, que vous mettez en avant. Qu'est-ce qui se passe pour moi en fait ? Dans un premier temps, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de construire notre réseau de clients, donc si spontanément on n'a pas d'opportunité pour vous, pour toi, ce qu'on propose, c'est la chose suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que tu voudrais à court terme avoir comme rencontre, comme insight, comme échange pour t'aider dans ton choix, dans tes recherches. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait et qui nous permet aussi de mettre parfois des talents en relation. Ça peut nous arriver de rencontrer deux personnes séparément et de se rendre compte que l'une ou l'un veut faire le job de l'autre, et donc simplement de les connecter pour qu'ils puissent échanger. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très facilement à court terme. Ou bien de faire marcher nous nos réseaux pour les faire rencontrer des personnes qui pourraient les inspirer ou leur donner un peu de profondeur sur leur recherche. Et ensuite, nous, on s'engage tous les 6 mois à faire un follow-up,
savoir si tout se passe bien, s'il y a de nouvelles opportunités, s'il y a des questionnements. Voilà. Donc sur cette trame de fond, j'ai envie de dire, d'un suivi régulier, viennent se greffer des opportunités ponctuellement quand elles arrivent. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans notre vivier, tu es assuré d'être mis au courant si on détecte une opportunité qui fait écho à ce que tu nous as raconté pendant l'entretien. Ensuite, il y a des événements effectivement qui viennent se greffer sur ce maillage. On essaye tous les mois d'avoir des intervenants, donc que ce soit chez nos clients sur des problématiques plutôt métiers ou plutôt développement professionnel et personnel, qui vont s'alterner et qui vont pouvoir nourrir aussi des réflexions, susciter de la curiosité, de l'engouement pour un nouveau métier, une entreprise, et créer des rencontres de cette façon. Donc voilà, concrètement aujourd'hui, c'est ce qui se passe pour les talents d'Ernest. Et si entre-temps ils ont des questions, des doutes, des interrogations, si on peut les aider d'une quelconque manière, on essaie aussi, tant que faire se peut, de se rendre disponible pour ça. Et c'est souvent des périodes de carrière où on a des questions très pragmatiques sur des difficultés managériales, des prochains postes. Donc ça, on essaie d'être disponible pour apporter, j'allais dire au moins un premier niveau de support, de questionnement et donner quelques pistes de réflexion. Et éventuellement, pour les gens qui ont des besoins plus profonds d'accompagnement, de solliciter un réseau de coachs pour les mettre en relation sur un travail plus personnel, plus pointu si c'est nécessaire, même si objectivement c'est souvent pas le premier besoin qu'il peut y avoir à cet âge-là. Est-ce que le service est payant pour les talents ou les futurs talents ? Non, c'est tout à fait gratuit. Donc j'ai eu la question qui est revenue plusieurs fois, mais si je viens pour vous rencontrer, je vais devoir payer. Et c'est légitime, mais non, c'est gratuit. Et c'est vrai que comme on met à disposition là, lors de notre fameuse rencontre quelque chose qui s'apparente à un assessment, c'est-à-dire un débrief des questionnaires de personnalité qu'on met en perspective par rapport à leur envie, on essaie de faire de ce moment un moment à forte valeur ajoutée pour les candidats ou candidates. Et notre idée, c'est de les aider, donc pas de les faire payer pour ça. Agathe, tu parlais de schizophrénie tout à l'heure entre, je ne sais pas si c'était l'intérêt des clients et l'intérêt des talents dont tu parlais. En fait, on est dans un métier où la richesse et la richesse d'Ernest avant tout, c'est ses talents, c'est ces fameux candidats dont on parle depuis tout à l'heure. Mais in fine, on est sur un modèle de croissance et de rémunération par les clients. Donc en fait, on a cette schizophrénie de fait, de se dire que les personnes qu'on sert d'abord, c'est ces candidats qu'on veut aider, dont on veut aider à réaliser le projet, qu'on veut accompagner. Mais on doit garder une cohérence par rapport à nos clients qui sont ceux qui vont finir par nous payer pour le service qu'on leur apporte. Et donc c'est cette schizophrénie qui est aussi intéressante et qui permet de se poser les bonnes questions en fait quand on a créé Ernest, c'est de savoir premièrement déjà le business model, deuxièmement est-ce qu'on est sûr de la valeur qu'on apporte à chacun des acteurs pour continuer à avoir de la richesse qui arrive par les talents et continuer à être pertinent par rapport aux attentes des clients, en sachant qu'on a conscience que cette communauté, c'est un cheminement aussi que font les entreprises d'arriver à accepter qu'en fait on a une communauté et c'est la communauté Ernest et on leur prête. Donc on leur prête, c'est un grand mot, mais disons que on leur confie le projet d'un de nos talents qui lui-même s'était confié à nous dans l'idée qu'on puisse l'aider à le réaliser. Donc c'est vrai que c'est cette schizophrénie qui rend en fait les choses intéressantes et un petit peu plus, j'aimerais dire, innovantes que ce qu'on peut faire aujourd'hui, quoi. Juste un petit complément. Je positionnerais pas ça vraiment comme une schizophrénie, mais plutôt comme un changement de paradigme. C'est-à-dire que l'exercice du recrutement ou de tout ce qui tourne autour de l'employer branding, de l'attractivité sur le talent, il est aujourd'hui très tourné sur les besoins de l'entreprise, les besoins immédiats. Ce qui est absolument nécessaire parce que l'entreprise c'est quand même le lieu de la performance et il y a quand même des choses à faire à court terme. Donc quand on cherche quelqu'un pour un poste, on a besoin qu'il ait les compétences pour le poste. Mais nous justement, on veut inciter les entreprises à un peu réenchanter cette relation, à parler projet et à parler candidat d'abord avant de parler poste immédiat. Et donc on part du principe que les candidats seront heureux et auront plus de chances de rester dans les entreprises si
justement, ils se sentent bien, qu'ils vont au bon endroit, qu'ils correspondent à leurs valeurs, qu'ils correspondent à leurs attentes, et qu'on leur offre les perspectives qui correspondent à leur projet. Donc c'est un peu tout le pari d'Ernest, ce qui pose des questions assez importantes en termes de gymnastique aussi chez nos clients. C'est-à-dire que les gens qui nous accompagnent sont aussi prêts à réfléchir sur ces sujets-là, à parler de parcours un peu plus transverses, un peu moins verticaux dans les premières années de carrière. Donc c'est un peu une gymnastique pour tout le monde. Et c'est aussi finalement une gymnastique auprès des candidats parce que on essaie aussi de leur faire réaliser que il n'y a pas d'opposition de fond entre leur projet et leur employeur, qu'il y a juste un contrat de transparence et il y a un contrat d'honnêteté et de bienveillance entre les deux. Et donc c'est vraiment ces idées-là qu'on essaie de pousser dans le recrutement. Quel est l'accueil que vous recevez chez vos clients ou potentiels clients? Parce que ce discours-là, je vais être provocatrice, hein. Bien sûr j'adhère, mais il peut être un peu, c'est magnifique, mais attendez, moi j'ai des objectifs court terme, là vous me parlez long terme avec du développement professionnel, moi j'ai pas ce souci-là, moi. Alors bon, peut-être parce que les autres ne nous reçoivent pas, mais en tout cas sur ceux qui nous reçoivent, on a un discours qui est bien reçu honnêtement et qui est positif, qui est bien compris. Je pense que les grandes entreprises notamment, elles ont dû faire face à un déficit d'attractivité dans les années passées. Elles ont été concurrencées par des nouveaux venus, par des startups, par des acteurs qui n'étaient pas là avant. Les candidats sont devenus plus mobiles et je pense qu'elles se sont rendues compte de la nécessité qu'elles avaient de se renouveler, de se moderniser. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont imaginé des démarches de talent scouting, qui ont imaginé ce dialogue avec les candidats. Donc, honnêtement, c'est plutôt bien reçu. On a un écho qui est favorable et je pense que ça fait partie des pistes de réflexion qu'ont les gens aujourd'hui pour moderniser la relation entre l'employeur et le candidat. Est-ce que vous avez eu des réactions surprenantes depuis que vous avez démarré Ernest, soit de la part de candidats d'ailleurs, ou de la part de clients, potentiels clients, des choses qui vous ont amusé, surpris? Alors, on a été surpris souvent par des réactions dans les deux sens, hein, de clients qui allaient beaucoup plus loin que nous dans la démarche, j'allais dire, de désintermédiation, en nous disant en fait, qu'est-ce qui se passe si on vous confie nos talents, donc des choses qu'on n'avait pas anticipées parce qu'on n'a évidemment pas toutes les armes pour le faire et toute la compréhension interne de l'entreprise pour le faire. On a été, je dirais, surpris justement par cette ouverture et par le fait de vouloir souvent essayer de pousser les réflexions pour voir un petit peu ce qu'une démarche innovante en rupture, ce que une approche un peu plus digitale, plus suivie pouvait leur apporter dans le recrutement. Donc ça, je pense que ça a été une surprise plutôt favorable. On a eu souvent la question les talents sont chez vous ou ils sont chez nous. Donc ça, c'est un débat qui est intéressant, qu'on a essayé de dépassionner dans la mesure où on pense qu'ils sont d'abord ils travaillent chez eux, ils sont chez eux en termes de gestion de quotidien, mais on se positionne comme étant un tiers parti de confiance et comme étant garant du suivi du projet du candidat sur le long terme. Et peut-être qu'il y a des candidats qui sont amenés à venir, à être contents, malgré tout à repartir pour diverses raisons, à revenir. Et donc c'est ça qu'on essaie aussi de promouvoir, c'est de dire finalement les talents, ils sont avant tout chez eux et nous, on est juste un support pour les aider dans la réalisation de leurs projets. Et finalement, l'entreprise a des objectifs, a des besoins à court terme et à long terme. Et ce support dans la réalisation des projets, c'est un garant de la réalisation de ces objectifs. Donc il n'y a pas de tuer cette question de à qui appartient le candidat finalement. Je pense que c'est le dialogue le plus riche et des fois le plus difficile qu'on a avec les clients. Il y a une question qu'on adore poser dans ce podcast. On va maintenant parler de vous un peu plus en détail. Et que j'ai envie de vous poser un petit peu différemment aujourd'hui, puisque vous êtes deux, c'est la première fois qu'on interroge deux personnes en même temps. J'aimerais que vous réfléchissiez ensemble, du coup, vous avez le droit d'avoir un aparté, au succès commun, à vous deux, dont vous êtes le plus fier, et que vous nous le racontiez.
Il y a déjà un premier succès, donc je ne sais pas si on est fier, mais au moins on est content, c'est que je pense qu'on s'est bien entendu, on a réussi vraiment à créer le dialogue dont on parlait tout à l'heure en disant voilà, il y en a un qui a une idée qui est challengée par l'autre et vraiment à créer un climat de bienveillance et d'émulation. Et donc ça, je pense que, enfin moi j'en suis assez fier personnellement. Je trouve que c'est quand même une grande réussite de ce projet. Et puis voilà, d'essayer de se nourrir des forces de l'autre. Donc Agathe qui m'apporte sa fraîcheur, sa spontanéité, son côté direct, to the point. Donc moi je suis très content parce que j'ai réussi à me remettre dans une démarche où je réapprends pas mal de choses. Donc ça c'est un succès commun puisque c'est dû en grande partie à elle. Merci Cyril. Non, enfin, comme succès très pragmatique, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui nous a un peu remis du boost. On avait eu beaucoup de visibilité via les clients. En fait, on a commencé très tôt à discuter avec eux et c'est aussi eux qui ont un peu nourri l'idée d'Ernest quand Cyril parlait avec eux bien longtemps avant que j'arrive. Mais un petit succès, je pense qu'il même était un plus gros succès que ce qu'on pense, c'est le jour où on est devenu vraiment live, où on a lancé la communication, où on a activé les réseaux sociaux. C'était mi-octobre. Et dans la journée, on a eu 7 candidatures spontanées sur notre site internet qui étaient qualifiées, quoi, qui étaient des personnes qu'on avait envie de toucher, qui étaient qui avaient des compétences et des backgrounds différents. Et donc c'était la preuve que en fait le discours qu'on portait aussi vis-à-vis des talents fonctionnait et c'était peut-être la plus grosse inconnue qu'on avait parce qu'on avait toujours été dans nos cercles proches. Donc on avait toujours eu les moyens de leur expliquer de vive voix, ils connaissaient nos parcours. Là, c'était vraiment des gens qui ne nous connaissaient pas, qui ont juste entendu le message qu'on leur a posté via nos réseaux et qui se sont dit oui, je vais compléter le questionnaire, je vais les appeler, je vais les avoir, je vais parler de moi et j'y crois. Et ça, je pense que c'était un gros succès. Ouais. Et tu te souviens de ce que tu as ressenti ce jour de mi-octobre ? Oui, en fait, je pense qu'on a beaucoup théorisé les montagnes russes de l'entrepreneur et je pense que j'ai eu un pic vers le haut de me dire que oui, on allait y arriver et qu'on était sur le bon chemin en tout cas. Okay. Et qu'est-ce que toi personnellement tu as fait pour que ce jour de mi-octobre soit une réussite ? Dans les mois qui ont précédé, qu'est-ce que tu as mis dans ce projet de toi pour que ça marche ? Qu'est-ce que j'ai mis dans le projet Ernest jusqu'au 15 octobre J'ai mis beaucoup d'énergie, de remise en question, je pense. Je pense que ce qui a fait qu'on a brainstormé pendant 6 mois, c'est aussi qu'on se satisfaisait pas d'un statu quo. Dès qu'on arrivait à une conclusion en disant « Ok, ça c'est notre concept », on arrivait à le re-questionner systématiquement l'un et l'autre. Donc je pense que c'est cette faculté de remise en question qui nous a emmenés aujourd'hui au concept et à Ernest comme il est aujourd'hui. Donc je dirais d'abord cette remise en question. Je pense que ça nécessite quand même un peu de comment on dirait de self-motivation, quoi. Enfin, d'arriver à se porter soi. Alors on était 2, mais je pense que j'avais eu un peu de solitude aussi sur le projet parce que Cyril a de fait une activité parallèle. Donc je pense qu'il fallait arriver à garder le cap et garder la motivation en se disant que ça allait fonctionner, que on avait un bon filon, que les gens avaient pu nous envoyer une image comme quoi c'était quelque chose qui avait un besoin aujourd'hui. Donc ouais, c'était d'arriver à se tirer un peu soi vers le haut. Et de se faire confiance aussi parce que de fait on en a parlé mais j'ai une expérience assez courte disons et d'autant plus dans les ressources humaines d'arriver à me dire que je pouvais j'apprenais et que je pouvais me baser sur ces acquis là que j'avais pu glaner au contact de Cyril, au contact des clients, même dans cet environnement chez Jouve puisque en fait on est baigné j'étais même baigné parce qu'on a commencé à travailler directement dans les locaux quand on a lancé la société, baigné de cet environnement de ressources humaines et d'arriver à gagner en assurance moi pour porter un concept qui est pertinent et le proposer à mon associé, arriver à avoir du sens, quoi. Je pense que c'était ça qui me menait au 15 octobre. Okay. Même question pour toi, Cyril. Qu'est-ce que tu as mis de toi dans ce projet qui a porté à ce succès de mi-octobre et à ceux qui viendront derrière, j'imagine ? Alors, dans ce projet qui est encore en mouvement d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que on parle déjà d'achievement comme on dit, mais on est quand même à peine né, donc
si on a la même discussion dans 6 mois, si ça se trouve, on fera complètement autre chose. On pense pas, on n'espère pas, mais c'est quand même un projet en mouvement. Justement, je pense que moi j'ai remis pas mal de convictions que j'avais pu acquérir sur mes années de travail, notamment dans la chasse avec Jouve, dans le projet, pas mal de questionnements, de remises en cause, et donc c'est vrai que il faut aussi porter un double regard sur sa propre activité. C'est pas toujours évident, en disant finalement quels sont les fondamentaux du recrutement qui marchent pour les gens qui ont des postures de dirigeants et qui ne marcheront pas pour une génération plus jeune qui débute sa carrière, et inversement. Donc ça nécessitait pas mal de travail et de remise en cause. Après, j'espère avoir mis de la bonne humeur. Bon, comme vous l'aurez compris avec les réponses, c'est Agathe, l'adulte responsable de notre équipe. On peut arrêter le podcast, c'est tout ce qu'on voulait entendre en fait. Je te remercie. Merci à vous deux. Je veux pas passer pour quelqu'un d'austère. Hein. Cyril, au début, quand on a commencé le projet, moi j'étais un peu intimidée. Je venais de démissionner. J'étais censée lancer une entreprise avec Cyril à 5e de son temps et tout. Et le premier jour, il me dit, si tu veux, on peut embaucher un clown pour nous remonter le moral. Et je l'ai pris directement pour moi. Je me suis dit, ok, je pensais que j'étais quelqu'un de plutôt drôle. Bon, finalement, on a rectifié le tir, on n'a pas eu besoin de clown. Mais Agathe, j'ai envie de te demander, ces forces-là, ou ces traits de génie, j'aime bien les appeler comme ça, que tu as décrit, l'énergie, la self-motivation, la capacité à se remettre en question, à se faire confiance, tu les avais en toi avant d'arriver ici, ou tu les as découverts sur le tas là? Alors, je pense que l'enthousiasme et l'énergie, oui. Je pense que c'est ça qui fait aussi que j'ai fait les choix que j'ai fait à travers mes études et là qui m'ont amené en fait à faire Ernest. Je pense cette énergie, faire confiance, un peu les deux. Je pense que je suis beaucoup aussi sortie de ma zone de confort dans ce projet. Et j'en ai reçu des retours positifs en fait, et je pense que ça, et Cyril aidant, puisque j'ai expliqué tout à l'heure que on se donne confiance mutuellement, et je pense que c'était l'image qui me renvoyait aussi du travail que je faisais, comme quoi j'étais sur la bonne voie, qui m'a permis aussi à garder confiance. La remise en question, c'est quelque chose que je fais souvent. Je rationalise, je re-questionne tout le temps les certitudes que je peux avoir sur le projet et sur ce que je fais, pour être sûr que j'ai pas oublié des détails, ou peut-être que je suis trop dans ma vision des choses, et que si je change de posture, je vais peut-être me dire qu'en fait non, on va pas répondre à cette question-là alors qu'elle est cruciale. Donc ça, je pense que c'était des choses que je fais déjà, et ça m'a un peu été appris dans mes études, parce que j'ai fait du coup du design, et dans les démarches du design thinking, il y a beaucoup cette partie d'idéation, ensuite de se remettre dans la peau de l'utilisateur, d'essayer de centrer sa réflexion justement sur l'utilisateur final, qui permet aussi de changer de peau et de remettre en question à chaque fois le projet pour être sûr qu'on est sur la bonne voie. Donc je pense que c'est des choses que j'ai aussi acquises dans mes études. Toi, Cyril, la bonne humeur, t'as pas appris ça à l'école, j'imagine. Tu as dû naître avec. Oh, si, on peut apprendre la bonne humeur à l'école. J'ai fait l'école. Non, mais tu parlais de conviction, de remise en question aussi. C'est quelque chose que tu as toujours eu en tout cas dans ton cercle professionnel, enfin dans ton parcours. Oui, je pense que c'est toujours. Enfin, moi, j'ai toujours été assez, enfin, j'espère, assez engagé dans mon travail, assez engagé pour mes clients. J'aime bien finalement ces métiers de service, et donc pouvoir dire finalement. On remet le service à la fois au centre du jeu, à la fois pour les entreprises et pour les candidats. Donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc je pense que c'est lié aussi à mon parcours et à mon histoire. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses, l'un comme l'autre, que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre parcours professionnel ? Non, mais ça nécessite réflexion, parce qu'il y a tellement de choses qu'on aurait aimé apprendre plus tôt. Ça serait tellement plus simple si on savait tout au début que la liste pourrait être longue. Je pense que apprendre à oser, c'est quelque chose qui... alors c'est peut-être plus à l'ordre du jour maintenant, mais c'est quelque chose que on apprenait au bout de quand même quelques années d'expérience professionnelle, apprendre à sortir du cadre, apprendre à prendre des risques. Et je pense que c'est en fait un exercice qui est, alors évidemment quand il est contrôlé, mais qui est très profitable aux gens pour grandir, et qui est très profitable à l'entreprise. Donc si je devais dire une chose parmi les nombreuses choses que j'aurais aimé apprendre tôt, ça serait peut-être celle-là. J'allais dire un peu la même chose. Alors bon, ça résonne moins parce que j'ai de fait
carrière plus courte. On le saura. On va pas insister, voilà. Mais je pense que c'est l'audace, ouais. C'est vraiment ça, de se dire que on peut, il faut tenter. Et c'est justement un mélange de se faire confiance et de prendre le risque qui fait que avoir de l'audace, je pense, c'était quelque chose que j'aurais aimé à l'avoir avant pour me jeter plus vite dans des choses qui me drive plus, comme ce que je fais aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est du coup quelque chose que vous essayez ou vous essaierez de transmettre à vos talents, cette capacité à oser? En tout cas, c'est un message qu'on leur donnera, ça c'est certain. Parce que je pense que c'est important pour leur carrière et puis s'en sortir tous les poncifs sur un monde incertain, etc. Mais je pense que ça sera, l'audace sera une qualité de plus en plus nécessaire dans une carrière professionnelle. Donc je pense que c'est un message important effectivement à passer. Est-ce qu'il y a un autre conseil? J'imagine que vous êtes amené déjà à donner des conseils à des jeunes qui entrent sur le marché du travail ou sont tout jeunes sur le marché du travail. C'est difficile. Il y en a 2 ou 3 qui ne sont pas forcément déconnectés les uns des autres. Il y a un premier conseil qui est ce qu'on dit à nos candidats, un peu soyez le héros de votre propre carrière. Donc n'hésitez pas à porter vos rêves, vos ambitions et votre projet et à amener de vous-même dans votre carrière. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est effectivement l'audace. Et le troisième point, c'est accrochez-vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous trouvez un environnement qui peut vous convenir, où vous pouvez réaliser vos ambitions, où vous pouvez vous épanouir, il y aura toujours des choses qui ne sont pas parfaites. Il y aura toujours des gens avec qui vous entendez bien ou moins bien. Il y aura toujours des choses à changer. Mais justement, et ça rejoint l'audace, c'est aussi à vous d'assumer votre rôle, d'assumer votre leadership, même si vous êtes tôt dans votre carrière, et de changer ou d'être le moteur du changement de ce qui vous semble légitime à changer. Ouais, j'ajouterais quand même un petit truc qu'on a pu voir à travers des entretiens. C'est aussi, il arrive souvent qu'on ait des gens qui ont fait des choses incroyables, même leur jeune expérience, et qui disent en fait, je sais rien faire. Et alors là, c'est plus Cyril qui les réconforte à sa manière, mais de leur dire, mais en fait, si tu déshabilles le contexte, ce que tu as réussi à faire concrètement, c'est mobiliser des équipes à l'international, construire un projet complexe, et en fait, redonner un peu confiance à ce qui a été acquis, même si c'est pas les grandes lignes des parcours très classiques, ça représente quand même des compétences et des choses qui sont valorisables. Et puis on les rassure aussi sur le fait que personne n'a l'impression de savoir faire quelque chose, même tard dans sa carrière. Donc c'est important de comprendre ça, parce que je pense que c'est un questionnement qui est un questionnement sain, c'est-à-dire que le jour où vous avez l'impression de savoir tout faire, c'est probablement déjà trop tard pour vous. Toutes ces compétences-là, dont on vient de parler, qu'on peut appeler soft skills, compétences comportementales, durables, il y a plein de mots autour de ça. Comment vous les qualifieriez? Il n'y a pas vraiment de définition, donc ça fait un moment qu'on cherche, il n'y a pas de définition établie. Quelle serait votre définition de quelque part ce que vous essayez de transmettre, en fait, si je comprends bien, aux candidats, ou de développer chez les candidats? Je dirais que ce sont les choses profondes que vous avez en vous, qui sont des qualités pratiquement intrinsèques, que vous savez mobiliser à des degrés divers pour vous aider dans l'accomplissement de votre mission. Ouais, moi je dirais peut-être de manière un peu plus pragmatique que c'est peut-être les compétences qu'on apprend sans le savoir, sans avoir l'impression de devoir les apprendre en fait. Bosser, non, mais qui s'insinuent en nous alors qu'on est en train de faire autre chose en fait, d'être à l'objectif sur autre chose. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Ernest? Une longue vie et beaucoup de succès. Ouais, je pense de faire plein de gens heureux et épanouis dans leur projet, je pense déjà. Ça vient avec une longue vie, ça c'est sûr. Mais oui, je pense qu'à très court terme,
d'avoir une grande communauté qu'on puisse aider et que ça dure dans le temps en fait. Ce qui serait intéressant, nous, c'est d'avoir le recul sur le suivi et donc de fidéliser en fait et de se rendre relativement indispensable ou en tout cas incontournable dans les talents qu'on a accompagnés une première fois pour les accompagner par la suite. Et puis justement d'être un acteur reconnu dans le service donc aux candidats et aux entreprises et à nos clients et que eux-mêmes soient contents du service qu'on leur apporte, qu'on les aide à améliorer le dialogue qu'ils ont avec leurs candidats très tôt dans le processus de recrutement. Donc ça, je pense que c'est si on arrive à être reconnu sur ces points-là rapidement, ça sera déjà très bien pour Ernest. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'un comme à l'autre ? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est d'avoir une équipe grandissante, parce que pour l'instant, on fait tout à deux. et c'est continuer à être aussi percutant comme on peut l'être aujourd'hui et de garder, en fait, je pense de garder ce drive qu'on a, qui a généré la naissance d'Ernest pour le porter encore plus loin, quoi. Je pense que c'est ça. Et puis de garder notre enthousiasme vis-à-vis de cette mission. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.